parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. 13 années à décrypter l'actualité, c'est l'objectif qu'on s'est assigné ici, chez les grandes gueules. Vous et nous, c'est une longue histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Merci de faire de nous la radio et la télévision numéro 1 en Guinée. Vous le verrez, dès que l'émission va commencer, la bande défile juste en bas de votre écran. Vous pourrez interagir à cette émission. 657 39 13 13. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter. Nous nous ferons le plaisir de les relayer bien entendu vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les grandes gueules. À la maison centrale de Conakry, des prisonniers politiques se plaignent de leurs conditions de détention. Plusieurs ont des soucis de santé alors que 3 personnes ont déjà perdu la vie. Le dernier cas en date est celui de Roger Bamba, ce militant de l'UFDG dont les causes de la mort ne sont jusque-là pas élucidées. Etienne Soropogui, Médecins Sans Frontières ont aussi été évacués à l'hôpital Ignace Dine. Que se passe-t-il donc dans la plus grande maison d'arrêt du pays? Comment se portent les droits de l'homme en Guinée? Pour répondre à ces questions, nous aurons au bout du fil le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Dr Ali Adiabi, et comme invité en studio, Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH, président de la LIDA. D'autres sujets, bien évidemment, viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, bienvenue chez les grandes gueules. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Alhamdulillah, ça va. La grippe saisonnière. Oui, je l'ai combattue et puis voilà, je pense que mes narines sont un tout petit peu débouchées. Ça va même, la voix, elle est plus différente. C'est important pour demain parce que demain nous sommes attendus au tribunal. Je ne peux pas avoir la gorge prise avant d'aller au tribunal. Ouais. Le jeune, il est terrorisé. Ah ouais? Celle qui est terrorisée par les procès. L'expérience. Il va d'un procès à un autre. Non, j'arpente les couloirs des tribunaux. J'écume. Finalement, on te confond aux avocats. Lorsque j'ai vu sa photo avec Maître Béa, j'ai dit, attends, non, mais c'est pas possible. Non, mais Maître Béa, en fait, la photo rappelle un peu celle de 2018. Okay. Quand il me défendait avec Tierno Suleiman Baldé dans le cas de la plainte du ministère de la Défense. Donc je suis un peu habitué aux cours aux tribunaux. J'écume les tribunaux de notre pays. Voilà. Celle qui n'est pas habituée, elle porte des lunettes pour cacher un peu sa tristesse. J'espère qu'elle viendra demain pour qu'on puisse enfin aller dans le fond des choses, à moins que le procureur soit bien entendu par Madame la Présidente du tribunal, qu'on puisse laisser tomber cela. On n'a rien à foutre là-bas, nous. Voilà. Sincèrement, on n'a rien à foutre. Voilà. Alors, Ahmed Kourouma, bonjour. Il me tue de rire. Je vais l'appeler le fantôme des tribunaux, pardon. Non, mais oui, il a raison. Il faut que ça s'arrête cette histoire. En fait, ce qu'on n'a pas compris ici, mais personne l'a compris, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est en cours. Bon. On va en parler. Tu vas pas ouvrir ce débat. Non, juste très rapidement, Jala, s'il te plaît. Il y a une enquête qui est en cours. Donc, normalement, la plainte n'a pas lieu d'être. C'est une idiotie absolue, cette plainte, pour moi. Il fallait qu'il dise son mot. Mapoudia Bangoura, bonjour. Bonjour, Yero. Bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour, Yero. Bonjour à tous. Alors, on ouvre cette émission par cet assassinat. On l'a appris ce matin du côté de Bentouraya, à Koya, ce citoyen guinéen qui perd la vie hier nuit. Oui, nous apprenons qu'il était en séjour en Guinée, en provenance des États-Unis, et apparemment les bandits se seraient servis de son jeune frère comme appât pour s'introduire dans son domicile. On lui a tiré des balles au niveau des jambes pour le paralyser, et malheureusement, la nuit dernière, il a perdu la vie. Et jusque-là, on ne sait pas pourquoi il a été tué. Ce qu'on sait, c'est que des bandits, je ne dirais pas lourdement armés, mais des bandits armés, ont attenté à sa vie. Et son jeune frère, comme je l'ai rappelé tantôt, qui fait du taxi-moto, a été interpellé aux environs de 1h du matin, avec qui les bandits ont décidé d'aller à la maison. Et lorsque le grand frère a ouvert le portail, tout de suite, il a proposé aux bandits de leur donner et la moto et de l'argent. Ils ont refusé et finalement, ils ont utilisé l'arme. On lui a tiré sur les jambes, encore une fois. L'intention était de le paralyser ou de le tuer sur le champ, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, la finalité a été qu'il a perdu la vie. On va écouter ce témoignage qui a été recueilli par notre reporter Fatoumata Kondé. Nous revenons juste après. Celui qui est assassiné hier nuit,
c'est mon frère. Il s'appelle Amadou Diallo. Il avait 43 ans et il était aux États-Unis d'Amérique. Il est revenu il y a quelques mois. Il était en train de construire sa maison. Justement, c'est dans la cour de sa concession que les bandits l'ont attaqué hier. Ils l'ont attaqué avec son jeune frère, mais apparemment, c'est lui qu'on cherchait. Et les bandits ont confessé qu'ils ne voulaient ni argent ni moto, parce qu'il leur a offert et une moto et de l'argent. Ils ont dit qu'ils ne prendraient pas de l'argent et que eux, ce qui l'intéressait, c'est lui. Ils lui ont donné des coups de balle au niveau des 2 pieds, ce qui l'a totalement paralysé. Sinon, auparavant, il a lutté parce qu'il a réussi à leur retirer une jaquette et des képis, nous a-t-on dit. Même les policiers l'ont confirmé. C'est son jeune frère qui, bien qu'il ait reçu des coups, quand il a repris les esprits, il a pu le prendre par taxi et l'envoyer ici à l'hôpital. Et quand il l'a envoyé ici, il avait tellement saigné qu'il a rendu l'âme. Les grandes gueules. Voilà, vous écoutiez à l'instant l'oncle de la victime de cet assassinat qui a été perpétré du côté de Koya, notamment à Bentouraya. Moussa Moïse, est-ce qu'on peut parler d'un règlement de compte peut-être? Ça n'a tout l'air, mais il appartiendra donc aux enquêteurs de nous édifier sur cela. Et ça me rappelle, vous savez, quand on parle de grande criminalité, d'attaque à main armée à domicile, ça me rappelle mon propre sort en 2015. Je sais dans quelle situation mentale, psychologique on se retrouve lorsque on a une arme pointée contre soi. C'est-à-dire que vous avez l'impression de planer. Vous avez l'impression que votre âme sort de votre corps sur place. C'est-à-dire que tout s'arrête, mais en même temps, vous revivez en flashback les moments les plus intenses de votre vie. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Tamba saura aussi l'expliquer, même si lui, il n'a pas vécu. Parce que quand même, tu as réussi à escalader un mur. Oui, moi, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et je me demande, en temps normal, si on t'avait dit de le faire, si tu n'aurais pas pu. Mais vous savez, c'est le terrain qui commande, comme on le dit. Lorsque vous êtes en face d'un tel danger, c'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui domine. C'est juste après que vous vous rendez compte que vous avez... Parce que je me suis rendu compte plus tard, le lendemain, que j'avais une côte déplacée et tout, parce que quand même là où je suis tombé, ça fait plus de 2 mètres. Donc, parce qu'on ne calcule pas cela lorsque vous êtes, vous êtes face au danger. Donc ce monsieur, d'après le compte rendu qui a été fait par Antoine, il est rentré dans son pays dans le but de réaliser, il était avec sa famille chez lui, qu'il puisse comme ça recevoir des hommes armés et que selon ce témoignage, que ces hommes armés lui disent que nous ne voulons pas de bien, c'est vous que nous voulons, ça veut dire qu'ils étaient venus sincèrement pour lui prendre sa vie, pour lui prendre sa vie, lui tirer sur les jambes, parce que c'est pas parce qu'on tire sur les jambes qu'on n'a pas l'intention de donner la mort. Non, les médecins sauront l'expliquer, il y a des nerfs qui passent là, et lorsque vous saignez abondamment, mais il suffit d'une petite fissure pour que vous videz complètement de tout votre sang. Exactement. A reçu la balle au niveau de la jambe, il a perdu la vie. Donc je trouve que ça interpelle encore une fois les autorités en charge de la sécurité. Il faut tout de même que nos autorités repensent la question de la sécurité. Ce n'est pas une question de gros bras, ce n'est pas une question de muscles, c'est une question de stratégie. Et on n'apprend pas cela à la police ou à la gendarmerie nationale. Parce que quand même, au regard de l'histoire de notre pays, ce sont des entités qui, dans le passé, quand même, ont réussi beaucoup de hauts faits. Et lorsque vous vous rendez compte également des progrès qui ont été accomplis au niveau de la gendarmerie nationale, les réformes qui ont été faites depuis 10 ans maintenant par le général Baldé, le général 4 étoiles, au niveau de l'école de la gendarmerie, au niveau des formations qui sont faites, la mise en place de la gendarmerie mobile, que je questionne d'ailleurs sur son existence, parce qu'il y a le fléau des coupeurs de route qui est en expansion dans notre pays. Récemment, vous avez vu ceux qui en ont fait les frais sur la route nationale numéro 1. Il y a aussi ces réformes liées au recrutement des hommes. Lorsque vous avez tout cela, et au niveau de la police nationale, l'apport de l'Union européenne, pour qu'il y ait une police de proximité, les formations qui sont données à l'école de police, le général Bafoué qui a multiplié le nombre d'escadrons, le nombre de CMS dans notre pays, parce qu'il y en a jusqu'aux portes jusqu'à la sortie de Conakry. Quand vous voyez tout cet effectif, vous ne pouvez pas comprendre qu'il n'y ait pas une certaine réactivité lorsqu'il y a attaque. Parce qu'on multiplie le nombre on rapproche la police, la gendarmerie des citoyens pour justement éviter qu'il y ait du retard à venir sauver des vies. Mais je n'arrive pas à comprendre. Un seul coup de feu dans un quartier paisible suffit pour mettre en branle tous les services de sécurité dans les environs, dans un état normal. Un seul coup de feu. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un coup de fil, on n'attend pas un coup de fil du citoyen qui est en danger. Dès que vous entendez
dans les conditions normales, dans un pays où tout fonctionne, eh bien, on doit pouvoir mettre en branle tous les services de sécurité. Mais c'est le citoyen qui appelle et qui est obligé de négocier. Mais qui appelle où? Oui, mais qui appelle une connaissance. Par exemple, pour ceux qui ont des connaissances. Je ne vous souhaite pas, mais si vous êtes victime de cela, vous serez obligé d'appeler soit vos connaissances dans l'armée, au niveau de la gendarmerie ou de la police. C'est pas normal. Je pense qu'il faut repenser notre système de sécurité. Le fait que des citoyens soient attaqués comme ça du jour au lendemain et que ça prenne une certaine progression, c'est un mauvais indicateur pour notre pays. Parce que justement, ce qu'on oublie, c'est que les investisseurs vont devenir chez nous. Ils suivent les indicateurs. Ils suivent les rapports qui sont donnés souvent par des ONG internationales sur le taux de criminalité dans notre pays. On nous dira, oui, on n'a pas atteint tout de même le seuil de ce qui se passe au Brésil, dans les quartiers, dans les favelas et autres, mais nous sommes en train de grimper là. C'est pas normal. Et puis ça se fait souvent au grand jour. Je pense qu'il faut repenser le système de sécurité. On a beaucoup de services pour cela. Il y a beaucoup d'entités qui ont été créées dans la police parce que ce sont les premiers maîtres de la cité. La gendarmerie vient en appui. Il faudrait que au niveau du ministère de la Sécurité, de Montant nous écoute. C'est bon, les caméras qui ont été installées, c'est pas pour surveiller les manifestants. J'espère que ces caméras peuvent servir parce qu'on a comme l'impression que c'est pour surveiller quel est le manifestant qui sort la petite tête. Il faut que ces caméras servent à tracer ce genre de situation, à tracer ces bandits qui viennent quand même sur des mobylettes, dans des voitures. Donc, sincèrement, s'il y a un travail derrière, on peut mettre la main dessus. Et puis, il faut revoir la circulation aussi des armes. Les armes, on ne les achète pas au marché Madina. Comment ça circule, comment ça rentre, à qui elles appartiennent. Justement. Est-ce que tout ça est numérisé? Est-ce qu'il y a quand même un registre national là-dessus? Comment ça se fait? Je pense qu'il faut vraiment se poser toutes ces questions et puis trouver des réponses à ce qui se passe. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et ça remet en question justement cette stabilité, en fait, les visites en Guinée, la problématique des séjours en Guinée, Ahmed Kourouma, parce que ce citoyen-là, c'est un Guinéen qui est venu peut-être pour faire des réalisations, mais comme cela, des gens décident de lui ôter la vie. Moïse l'a dit, il a dit quelque chose de très important, à supposer qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui voulaient venir faire un séjour en Guinée. Est-ce que vous pensez que ça ne ternit pas un peu plus l'image de ce pays? Non, ça ternit forcément l'image, mais je comprends l'émotion de Moïse parce qu'il a vécu ça dans sa chair. C'est vrai que c'est pas évident de se faire braquer une arme dessus. C'est quelque chose qui est très traumatisant. Cela étant, il y a quand même des progrès qui sont faits en termes de police nationale. Moi, je le constate simplement dans la rue. Je vois les équipements, je vois les policiers qui sont mieux habillés, mieux équipés. Ça commence, j'ai vu beaucoup de motos ces temps-ci de police. Cela étant, je crois qu'au vu de ce qu'Antoine a dit aujourd'hui, il me semble quand même que c'est un guet-apens, quelque chose de préparé. Parce que pour qu'on aille arrêter le petit frère de quelqu'un, ça veut dire qu'on sait que son grand frère est là, qu'il est venu des États-Unis avec de l'argent, il rentre, il lui tire dessus, c'est pour forcément ou pour le tuer ou pour le paralyser. Il l'a dit qu'il ne voulait pas de l'argent. Voilà, il voulait pas d'argent. À mon avis, il voulait fouiller l'ensemble il pensait qu'il y avait plus, parce que vous savez, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive de l'étranger, notamment des États-Unis, on s'imagine qu'il a un paquet de dollars chez lui, surtout s'il est venu construire sa maison. Moi, je crois, mais bon, après, ce n'est que mon avis, que la police devrait chercher dans l'entourage immédiat, parce que c'est très curieux que l'on arrête un gamin sur une moto taxi à 1h du matin, qu'on l'emmène chez lui et qu'on aille braquer ou tuer son frère. D'ailleurs, paix à son âme. Malheureusement, il a perdu la vie. Mais je crois que c'est un ensemble de concours qui me font dire que c'est un guet-apens et que... à mon avis, qu'il y ait plus de police ou pas, Moïse, je ne crois pas que cette situation-là peut être évitée. C'est des choses qui... Écoute-moi, non, sérieusement, tu parlais de Mexico tout à l'heure. Attendez. Ils ont quand même tiré 2 balles. Je ne crois pas que la police... Ils ont tiré 2 balles dans une zone habitée comme Bentouraya. 2 balles dans les pieds. Je veux même pas... Tu sais quoi? Je ne veux même pas polémiquer avec toi parce que je sais le traumatisme. Non, Bentouraya, ça n'a rien à voir. Je parle de réactivité. Oui, mais la réactivité, quand tu as un coup qui est aussi bien préparé, on peut être la meilleure police du monde. Non, je suis désolé. Désolé. Non, mais sincèrement, c'est un coup préparé. Oui, même si c'est préparé, on peut arrêter. Vous savez, Ahmed, je vais te dire une chose. Il faut les arrêter. Je veux placer une phrase. La police, elle est partout, elle est censée être partout et nulle part. Vous savez pourquoi?
partout parce que ceux que vous voyez dans la rue, ce sont les policiers qui sont habillés, qui sont en tenue. Elle est nulle part parce que les policiers sont censés aussi ne pas être visibles. Là, vous savez de quoi on parle en matière de sécurité. Ils sont partout et nulle part. On ne peut pas les dédouaner là-dessus. Attendez, vous avez l'air de me faire passer pour le méchant. Non, vous êtes en train de nous faire dire que c'est au-dessus des moyens de la police. Je suis en train de dire. Il a commencé par dire que les choses ont changé en matière d'équipement. Absolument, mais c'est une réalité visuelle. Normalement, ça devrait changer aussi du terrain. Attendez, tu as fait le constat. Donc, c'est pas une parole erronée ce que je suis en train de dire. Au niveau des équipements, au niveau de la police de proximité, ce qu'il appelle la police de proximité, je suis désolé. Moi, je constate dans la rue qu'ils sont équipés, qui commencent à être équipés de motos. Laisse-moi juste finir. Les conséquences devraient être justement au niveau de l'intervention, Ahmed. Oui, mais justement, comment voulez-vous prévoir quelque chose qui est préparé? Ça semble un coup monté et préparé. Je vous le redis encore une fois, on va chercher un gamin à 1h du matin qui est sur un taxi-moto, on l'amène chez son frère. Ça veut dire que c'est la famille environnante. Ça veut dire que quelqu'un ou des gens savaient... Pas forcément la famille. C'est préparé. Ce sera tellement rapide que sur le coup, ce sera difficile de sauver la vie de ce monsieur. Par contre, ce qu'on peut faire... Par contre, ce que la police peut faire, c'est d'enquêter. D'enquêter, de trouver les auteurs. Exactement. Et après aller aussi trouver les commanditaires. Parce que les auteurs, il y en a beaucoup. Il suffit juste de donner quelques miettes pour trouver des jeunes qui s'engagent à aller tuer n'importe qui et n'importe où. Pour 100 000 francs, c'est possible. Maintenant, le vrai danger, ce sont ces commanditaires qui, pour une raison ou une autre, se permettent d'intenter à la vie des Guinéens. Maintenant, quand Moïse parle de stratégie, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je parle de réadaptation. On remarquera qu'à Conakry, on voit peu ces genres de situations, mais Bentouraya ou autres parties de Conakry ou à l'intérieur du pays figurent parmi les zones où on commence à avoir une forte densité. Et pas avec les moindres. Si on veut, ce sont des Guinéens, ailleurs ou ici, qui disposent de moyens nécessaires pour se faire de belles villas. Donc, ce sont des zones où, nettement, on peut considérer que ce sont des Guinéens nantis ou qui ont quand même le nécessaire qui viennent. Maintenant, si à Conakry, on peut supposer que la police a mis en place des dispositions pour pouvoir prévenir de telles situations, peut-être que ce sont de nouvelles zones qu'il va falloir prendre en compte. Maintenant, investir avec... C'est le cas un peu, par exemple, quand on prend Ouanida lors des manifestations, c'est tout récemment qu'il y a eu, par exemple, des dispositions avec les commissariats à côté. Justement, de proximité. C'est ce qu'il faut faire. Il faut repérer, identifier des zones où on commence à avoir plus de population, des gens qui viennent construire. Allez-y à l'intérieur de Koya aujourd'hui. Beaucoup de Guinéens investissent. Ils ont des villas. Et dans 5 ans, dans 6 ans, les gens vont commencer à habiter. Est-ce que parallèlement, l'État est en train de mettre en place des dispositions pour que des Guinéens soient protégés là? Et ça passe par des commissariats, ça passe par tellement de choses. Peut-être c'est ce qu'il faut faire. Ça passe par plus d'investissement dans la police, ça passe par la formation des policiers. Donc réadapter. Peut-être qu'il va falloir maintenant augmenter l'effectif parce que justement, pour des cas, si on ne va pas déjà diminuer le peu qu'on a à Conakry, il va peut-être falloir recruter, construire et en tout cas sécuriser ces nouvelles zones aussi où vont habiter des Guinéens. Il va falloir partir avec cette nouvelle stratégie. Sinon, on aura des cas comme ça parce que ceux qui construisent, croyez-moi, dans ces nouvelles zones d'Oubreka, Koya et autres, ce sont des Guinéens qui ont de l'argent et vous le savez, ce sont des proies faciles. Ce ne sont pas des riches forcément qui sont là-bas. Exactement, ce ne sont pas des riches forcément. Et justement, c'est la question. Mais remarquez ceux qu'on attaque. Pas forcément. Remarquez bien ceux qu'on attaque. C'est des gens ciblés. Non, c'est même on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. Allez voir les belles maisons. Mais les gens qui sont là-bas ne sont pas forcément... Non, mais on trouve des gens. Ils ont été ciblés. C'est ce que je dis. C'est comme quand on vient à Conakry. On sait qui ciblé. On ne va pas quand même aller voler une poule alors qu'on a un bœuf qu'on peut prendre. C'est de cela que je veux parler. C'est bien ciblé, c'est bien orchestré et on ne va pas se mentir. Dans ces nouvelles zones aujourd'hui, il y a de plus en plus de belles constructions. Et il n'y a pas, c'est pas un simple Guinéen lambda qui vit de 1 million de francs guinéens le mois qui va se construire ces belles constructions. Donc ces belles villas. Donc il faut cette stratégie pour pouvoir protéger les Guinéens parce que c'est le même problème qu'on a par exemple quand on prend l'électricité. Il n'y a pas cette prévision. Quand on dit la population augmente et on reste avec les solutions d'il y a
10 ans, d'il y a 20 ans en arrière. C'est ce qu'il faut changer. Il faut prévenir, ça permet d'éviter des situations. Ce qui est agaçant, Moussa Moïse, pour finir, excuse-moi. Ce qui est agaçant, c'est qu'on a l'impression que lorsque l'on dit les choses, moi je ne rêve pas la Guinée, je dis les choses telles que je les vois. Je le redis, j'ai constaté au niveau, par exemple, du comportement des policiers, au niveau de leur tenue, il y a une amélioration dans ce pays. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Maintenant que l'on demande à ce qu'il y ait une police de proximité, plus d'agents sur le terrain et qui aillent vers les quartiers défavorisés, effectivement, il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. La police nationale doit investir tous les quartiers, partout. Mais encore une fois... Il faudrait mettre des numéros, s'il le faut, à la disposition des citoyens. Absolument. Il n'y en a pas. Non, mais on est d'accord. Pas de numéro vert. Je pense... Je vais qui fonctionne en tout cas. Je suis en train de préparer une émission d'immersion justement pour révéler tout ça parce que c'est en train d'être fait. Il y a des choses qui sont en train de faire au niveau de la police nationale et je suis désolé de le dire, ou plutôt je suis pas désolé, je suis content de le dire, la police nationale avance. Maintenant, ce qui s'est passé spécifiquement, moi je parle pas avec émotion ici, je dis que c'est un acte prémédité. Personne ne parle avec émotion ici, Ahmed. Je le dis moi, je parle pour moi. Je parle pour moi. Non, personne ne parle avec émotion ici, vas-y. Il s'agit d'Ahmed Kourouma, je parle pour moi. On ne regarde pas. Je vais parler de mon voisin d'à côté. Ici, on n'est pas en train de regarder un film hindou. Personne. Voilà. Tu es en train de regarder 24 heures là. Tu penses qu'on est sur 24 heures avec Jack Bauer. Ce que je souhaite non, laisse-moi finir. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Arrête de regarder Jack Bauer. On n'est pas dans Jack Bauer. On est en Guinée. Bon, cela étant, il y a dans notre pays aujourd'hui des gens qui préméditent ce genre d'acte, ça se sent, c'est un coup monté et préparé. Et je suis désolé, mon cher Moïse, de te le dire, la police nationale ne peut pas être partout, et surtout quand c'est mais elle doit être partout. Elle doit, mais elle ne peut pas. Ahmed, ouvre les yeux, enfin. Elle peut. Soyez félicité ce matin. Vous regardez les statistiques. Être partout ne veut pas dire, par exemple, être à la porte de chaque citoyen. Attention quand même à ne pas cautionner cette situation. Non, mais attendez, quand vous regardez les statistiques dans les pays développés... Être partout ne veut pas dire être à la porte de chaque citoyen. J'ai dit que quand vous regardez les statistiques dans les pays développés et même à côté de chez nous, c'est-à-dire vous regardez le Nigeria, vous regardez le Ghana... Il n'y a pas d'insécurité, zéro. Mais ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'il faudrait que nous ayons une police et une gendarmerie alerte. À vous entendre sur ce plateau, j'ai l'impression que vous demandez l'insécurité zéro. Non, personne ne demande. Un peu partout dans le monde, dans les pays les plus développés où il y a tous les moyens, il y a de l'insécurité. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une police, c'est qu'il y ait des agents de sécurité plus alerte, Ahmed. C'est ce qu'on veut faire comprendre. On est d'accord, mais disons-le clairement, ne faisons pas de l'émotivité. Personne ne fait de l'émotion. C'est peut-être toi qui es ému ce matin. Allez-y, vous savez, Ahmed, l'émotion, c'est l'expression de l'existence d'un cœur. Quand on n'a pas de cœur, on n'a pas d'émotion. Je n'en ai pas. Tu as une pierre à la place du cœur. Absolument. C'est un peu ce que tu es. Non, je suis juste. Je regarde juste les faits. Il faut être humain pour avoir de l'émotion. Mais j'en ai, je suis un humain, tu sais. Moi, il y en a parlé. Je pense avoir d'autres. Vous savez, il y a les gens robotisés de nos jours. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand même que l'on dise négocier une émotion avec la police. Je comprends. Il faut faire quand même des. Mais un tapis rouge. Je comprends. Est-ce que tu vois tes accusations? Non, mais ce ne sont pas des accusations. Non, mais écoute, j'ai commencé par dire, Ahmed, s'il te plaît. En même temps, nous ne comprendrons rien du tout. On se calme, tu auras la parole. Je suis d'accord avec toi. J'ai commencé par dire. Bon, écoute, d'accord. J'ai commencé par. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Les chakras, j'ai compris. Rectifie, on passe. J'ai commencé par dire, Ahmed, qu'à la police, il y a quand même eu des réformes qui ont été faites. J'ai parlé de l'école de la police. J'ai parlé de l'appui de l'Union européenne. J'ai parlé des entités au sein de la police qui ont été multipliées. Au-delà des BAC qui ont été créés, il y a la BRI qui est créée, il y a la BRB qui existe depuis. J'ai parlé de tout cela, des réformes qui ont été faites par le colonel, par le général Bafoué, en multipliant le nombre de CMS un peu sur l'ensemble du territoire. Quand on prend avant sa fonction et de nos jours, c'est la même chose du côté de la gendarmerie. La peur il y a quand même des progrès. Voilà, oui, en matière de réforme. Maintenant, ce qui m'intéresse en tant que citoyen, c'est l'impact sur le terrain. C'est l'impact sur l'indice d'insécurité dans notre pays. Les grandes gueules. Écoute, Ahmed, je trouve tout de même que rien ne doit être au-dessus de la police. Rien ne doit être au-dessus de la gendarmerie. Vous savez pourquoi? Bravo. Parce qu'on doit installer dans la tête de chaque citoyen la peur du policier, la peur du et surtout installer dans la tête de ces agents qui doivent pouvoir être partout. Exactement. Partout. Et lutter. À chaque fois que le besoin se présente. En une phrase, je finis. Il faut aussi que les généraux au niveau de la gendarmerie et de la police, que c'est un travail ardu, mais il faut qu'ils continuent ce travail. Il faut décongestionner un tout petit peu la ville de Conakry, le Grand Conakry. Les gendarmes et les policiers qui refusent d'aller à l'intérieur parce
parce que les besoins sont beaucoup plus embalués. Non, mais je ne fais pas de populisme. Les besoins exprimés en haute banlieue. Du côté de Koya, allez-y demander à Diop, depuis qu'il a été nommé préfet, combien d'attaques à main armée il y a eu là-bas. À Kanka, on n'en parle pas. Parce que vous avez vu à un moment, dans une semaine, au bout de 2 semaines, on a eu au moins 3. Il y a même une dame qui a été victime de cette attaque qui est alitée ici à Ignace. Il faut donc penser à décongestionner, à mettre ces agents-là, à mettre les moyens qu'il faut, bien entendu. Quand on sert à l'intérieur du pays et quand on sert à Conakry, on devrait quand même avoir certains avantages. Et puis miser sur le triptyque, l'éducation, la sensibilisation, l'élément sécuritaire avec tous les moyens qu'on doit mettre à leur disposition et aussi surtout la justice qui doit suivre. Parce que si la justice ne suit pas derrière, je pense qu'ils auront beau faire leur travail en mettant la main, le grappin sur les agents, mais ils sortiront toujours. Oui, mais vous avez oublié une chose, puisque tu parles de triptyque, il y a aujourd'hui, s'il y a une augmentation de la délinquance, c'est parce qu'il y a une augmentation de la pauvreté. Donc il va peut-être falloir travailler sur tous ces leviers-là. C'est pas aussi simple que ça. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission continue. De Conakry, des prisonniers politiques se plaignent de leurs conditions de détention. Plusieurs ont des soucis de santé alors que 3 personnes ont déjà perdu la vie. Le dernier cas en date est celui de Roger Bamba, ce militant de l'UFDG dont les causes de la mort ne sont jusque-là pas élucidées. Etienne Soropogui, Médecins Sans Frontières ont aussi été évacués à l'hôpital Ignace Dine. Que se passe-t-il donc dans la plus grande maison d'arrêt du pays? Comment se portent les droits de l'homme en Guinée? Pour répondre à ces questions, nous aurons au bout du fil le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Dr Ali Adiaby, et comme invité en studio, l'ancien président de l'INIDH, président de la LIDA. On en vient à cet autre sujet, Antoine Kourouma, des universités publiques. Dans les universités publiques, les inscriptions et les réinscriptions sont désormais gratuites. Apparemment, le président de la République ou même le gouvernement n'ose pas les étudiants. Ça fait 2 matchs et 2-0 pour les étudiants guinéens. Ben oui, mais ce sont eux qui récemment ont réussi à faire reculer le gouvernement sur le coût du transport. Et la manifestation n'avait duré que 2 jours. Pour le cas des inscriptions et autres réinscriptions, ça n'a duré aussi que 2 jours. Les étudiants ont manifesté. Une journée. Le lendemain, le gouvernement a reculé, le chef de l'État qui a pris l'engagement sur lui de faire annuler les frais d'inscription et réinscription. Mais on ne sait pas jusqu'à quand. Pour l'année courante. Mais pour cette année. Ce qui, à mon avis, pourrait être un piège, parce que ça ne résout pas le problème. Et c'est ce que le jeune cabinet disait. Tu te souviens, il dit qu'il ne veut pas qu'on reporte la crise, mais je pense qu'elle vient d'être reportée. Ouais. Pour ce cas-ci, le match, ils l'ont remporté. Et on attend de voir la suite, mais ce qu'il faut dire par rapport à cette lutte menée par ces étudiants que je qualifie d'étudiants assez responsables, je les ai écoutés après Espace, lors de leur déclaration qu'ils ont faite à Bonfi, mais j'ai vu des jeunes très, très dynamiques, mais très intelligents. La porte-parole qui, de manière aisée et éloquente, a pris la parole pour planter le décor et dire clairement leur cri de cœur. Ils n'ont pas manqué de rappeler qu'ils déploraient le fait qu'il y ait eu de la violence et des blessés de part et d'autre, et du côté des forces de l'ordre et du côté des étudiants. J'ai vu de jeunes étudiants guinéens qui, pour moi, répondent à une certaine norme que nous réclamons très souvent. Ces jeunes-là, s'ils continuent de combattre pour leurs droits de la sorte, je me dis que beaucoup de choses ont changé. Je prends juste le cas de l'université de Sonfonia, parce qu'on parle tout le temps de ces frais d'inscription et réinscription. On constate qu'à l'université de Sonfonia, il y a au moins 30 000 étudiants. 21 000 existants et 10 000 qui doivent venir. Mais on constate que pour les frais de réinscription et inscription, si seulement chaque étudiant payait 200 000 francs guinéens, lorsqu'on fait le calcul, 20 000 étudiants multipliés par 200 000, ça vous fait plus de 4 milliards de francs guinéens. Avec les 10 000 autres qui doivent venir, on est à plus de 30 milliards, non, on est à plus de 5 milliards de francs guinéens. Le constat qui est fait, c'est quoi? La question, c'est qu'est-ce qui est fait de cet argent? Qu'est-ce qui est fait de l'argent? Parce que j'apprends qu'à Sonfonia, le recteur a mis en place une structure parallèle à la comptabilité qui gère ses fonds. Sauf que la comptabilité ne perçoit pas les ristournes issues des inscriptions et réinscriptions. En 2018, les étudiants ont payé les mêmes montants, 250 et 200 000, en 2019, mais c'est en 2020 que ça a capoté parce que le président l'a annulé. Pour les 2 années précédentes, qu'est-ce qui a été fait
des montants versés par les étudiants. Le jeune cabinet parlait justement des équipements, notamment par rapport à ça, aux salles dans lesquelles ils étudient. Je me demande un tel montant, de quoi est-il fait? Oui. À quoi sert-il? Selon les informations que j'ai pu recueillir hier auprès de quelques sources à l'université de Sonfonia, il y a un service qui a été mis en place qu'on appelle le SRI, entendez, service de recettes internes de l'université, qui est parallèle à la comptabilité. De manière officielle, les recettes issues de ces frais d'inscription, 55% doivent revenir à la comptabilité, les 40% au décanat et au rectorat, et les 5% à la commission chargée de la répartition des fonds. Sauf que selon ce que j'apprends, la répartition telle de recettes, c'est-à-dire l'argent tel que décrit dans ce plan ne va pas là où ça doit aller. Les 55% qui doivent revenir à la comptabilité n'y vont pas. N'irait pas de ce côté. Le recteur, selon mes sources, et son équipe mettraient main sur le magot. Même le remboursement demandé par le président, parce que les étudiants, pour cette année, ont déjà commencé les inscriptions. Il y en a qui se sont inscrits. On a demandé à ce que ce soit remboursé. Sauf que l'argent aurait déjà été reparti. Ça aurait déjà été distribué. Ce n'est pas évident que le remboursement soit fait à Sonfonia, parce qu'aujourd'hui, les discussions ont déjà lieu sur comment rembourser à ceux qui ont déjà payé les 200 000 francs guinéens. Et donc, aujourd'hui, il y a cette question qui se pose au niveau du rectorat de Sonfonia, où il y a de grosses questions sur la gestion issue de ces frais d'inscription et réinscription. De l'autre côté, il y a aussi la gestion de l'université. Allez-y à Sonfonia, voyez dans quel état se trouvent même les toilettes au niveau de Sonfonia. Tout est dégradé. Oui. Quand vous y allez, vous ne comprenez pas à quoi servent justement et la subvention de l'État qui se fait de manière trimestrielle à hauteur de 10 milliards parfois. Et parfois, ces inscriptions que font ces étudiants-là, je me dis qu'il y a lieu que l'État jette plus de regard sur la gestion des universités de notre pays, parce que c'est une histoire de gros sous, dans une histoire dans laquelle beaucoup de responsables d'université baignent, et beaucoup parmi eux se font des sous. Et nous, à notre niveau, on est en train de poursuivre notre enquête à ce niveau, et dans les jours à venir, on va révéler des choses par rapport à la gestion de l'université, mais surtout celle de Sonfonia. Bien. Mafoudi Abangura, c'est quand même hallucinant de savoir que de pauvres étudiants, parce qu'il faut le dire, les gens qui ont été à l'intérieur du pays pour étudier par exemple dans certaines universités, c'est mon cas, vous pouvez voir des gens dont les parents sont pauvres, ils n'ont rien. Ces étudiants ne vivent que de ce pécule-là qu'on donne, de cette bourse d'entretien. Et imaginez qu'on demande à une telle personne qui doit prendre son logement, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de ce régime d'internat qu'on connaissait avant, parce qu'il doit payer le loyer, il doit se nourrir, il doit se soigner, qu'on lui demande de payer 200 000 francs et qu'on nous dise aujourd'hui que cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Effectivement, il y a de quoi se poser cette question, parce qu'il faut noter que c'est parti graduellement. Je crois autour de 2014, c'était autour de 15 000. Ça allait graduellement 15 000, 25, 60 et 100 et quelques. Aujourd'hui, on se retrouve carrément avec 200. Et quand on sort de cette pandémie, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ce ne sont pas que tout le monde est en train de souffrir. Donc, c'est normal que ces étudiants veuillent manifester pour une réduction. Maintenant, la question de savoir pourquoi on n'est pas allé à la réduction au lieu de la gratuité totalement. Et moi, c'est cela mon inquiétude, parce que comme le révèle Antoine, déjà l'argent que les étudiants payent à travers les inscriptions et les réinscriptions, normalement, ce montant doit servir à la réfection, par exemple, des tables, à l'entretien des amphis, des bibliothèques et tellement de choses. Et même à ce niveau, les étudiants sont tout le temps en train de se plaindre. Par exemple, avec ce manque de courant en Guinée, il y a des universités qui ne disposent pas de groupes électrogènes. Donc, quand il n'y a pas de courant, pas de travail. Dans les établissements où il y a un travail technique, pas de courant, il n'y a rien. Donc, c'est normalement ce montant, plus d'autres que des universités reçoivent, qui doit permettre de faire face à ces problèmes. Mais lorsque l'argent qui rentre n'est pas bien utilisé, et dans ce cas-ci, avec la gratuité, moi, la question que je me pose, c'est d'où viendrait le montant pour pouvoir quand même aider, ne serait-ce qu'un peu, ces instituts. Parce qu'après, il ne faut pas augmenter les problèmes. Il y a déjà des subventions. Il y a la subvention. Qui se fait trimestriellement. Écoutez, malgré la subvention, il y avait ces frais qui aidaient ces universités. Et aujourd'hui, avec cette subvention, il n'y a plus de frais. Donc, forcément, ces frais-là ont leur importance quelque part. Comment ils vont faire? Vient de t'expliquer. Sauf que ces montants ne sont pas utilisés efficacement. De façon
façon efficiente. Parce qu'au-delà de ces frais, il y a les frais liés au retrait des attestations de fin de cycle et autres relevés de notes qui coûtent 10 000 francs par étudiant. Demandez aujourd'hui à un directeur d'institut de vous faire son rapport. Dans son budget, il vous dira comment il utilise ses fonds. Que ça soit utilisé ou pas, mais vous verrez une colonne où il vous dira voilà comment j'ai utilisé. Absolument. Maintenant, si l'État, à travers cette décision, ne vient pas ou ne met pas en place des dispositions pour combler le trou, il y aura d'autres gaps qui seront à supposer qu'il y ait un trou par cette gratuité. C'est ce que je sais de dire. Je sais juste de dire que c'est bon. On a soulagé les étudiants, mais le plus important... Jusqu'à quand, certes, parce qu'il n'y aura pas que ce problème. D'ailleurs, il y aura bien d'autres problèmes quand on prend les pécules et quand les étudiants comparent avec ce qu'il y a ailleurs et la situation dont tu parlais tout à l'heure. Il y a de quoi. Globalement, les conditions d'études en Guinée sont à revoir. Et il y a une association des étudiants qui existe, qui essaie de s'organiser aujourd'hui. D'ailleurs, il salue ce qui est fait et il compte poursuivre les échanges. Maintenant, mon inquiétude, je reviens là-dessus rapidement pour terminer, c'est que d'accord, on a rendu ceci gratuit et bien évidemment, ça va soulager beaucoup d'étudiants. D'ailleurs, l'État devrait pouvoir faire plus. Mais en même temps, lorsqu'on le fait, il est important de pouvoir travailler avec les directeurs et les recteurs pour ne pas que cette gratuité ait plus d'impact sur les étudiants. Parce qu'après, il ne faut pas dire c'est parce qu'on n'a plus ça qu'on ne fait pas ceci. C'est cela ma crainte en fait. Il ne faut pas donner d'une main gauche et reprendre de la main droite. Exactement. Non, mais cela étant, bon, Antoine disait deux choses qui sont révélatrices. C'est que c'est vrai qu'un État, en général, les États ont peur de deux choses. Ce sont les étudiants et l'administration. Dès que cela se met en grève, en général, effectivement, c'est 2-0 parce que les étudiants, lorsqu'ils sortent dans la rue, en général, c'est pas bon signe pour les États. Et puis, il y avait une telle symbiose, synergie entre ces partis de Conakry, automatiquement, Kindia s'est joint et puis Kanka. C'est un effet domino extraordinaire, ce qui s'est passé. Mais Antoine a souligné deux choses. Nos étudiants sont mûrs aujourd'hui pour leurs revendications. Moi, j'ai écouté les reportages de jeunes étudiants, notamment effectivement la porte-parole qui avait un langage très délié, qui savait exactement où elle allait, ce qu'elle disait. Donc je pense que ça commence à faire peur. Cela étant, tu parlais aussi des toilettes. Quand tu vois les toilettes de notre Assemblée nationale, il ne faut pas t'étonner. Il ne faut pas t'étonner que dans nos universités, les toilettes soient HS. Tu as été là-bas depuis quand? Maintenant, là, non, les là, choses maintenant, ça va. Maintenant, je pense ça va. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Damaro a fait un Damaro a envoyé les États-Unis là-bas. Non, mais les grands arrête de faire du populisme. Bon, bref, il y a un travail qui a été fait. Mais bon, bref. Et puis, il faut aussi prendre en compte une chose, c'est-à-dire qu'on réfléchit très mal dans notre pays. Non, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a le coût des de la vie, des difficultés. Non, j'allais dire bon bref, l'inflation. Les grandes gueules. Le prix des inscriptions, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'inscription augmente, ça veut dire qu'il y a une inflation qui augmente. Sauf que entre l'inflation et le coût de la vie, il n'y a pas pour les parents des rentrées d'argent suffisantes pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Puisqu'on est au niveau de l'économie aujourd'hui en termes de rémunération, on est largement en dessous de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le SMIC est à 440 000. Et quand vous voyez aujourd'hui le cours de la monnaie guinéenne face au dollar et face à l'euro, honnêtement, c'est largement en baisse. Donc, il y a tous ces phénomènes-là et dont certaines personnes, des économistes guinéens, ne prennent pas ça en compte. Et c'est dommage parce que ça donne effectivement des étudiants qui sortent dans la rue, qui manifestent. Nous, on les voit, on se dit, il y a un moment donné où ça va péter parce qu'ils sont aujourd'hui dans une telle précarité, ces étudiants, qu'il y a un moment donné où ça va péter si l'État n'y prend pas garde. Et je voudrais terminer, mon cher Moussa, par une chose, merci. Mafoulia, les recteurs, normalement, c'est... En fait, l'État aujourd'hui... Les ministres et les recteurs. Ils sont plus que les ministres. Ils sont plus que les ministres. Ouais. Et puis c'est surtout que normalement, il doit y avoir des audits chaque année qui sont faits dans les universités. Moi, je vois, par exemple, je donne un seul exemple, le lycée que j'ai fait, qui est le lycée Bonfi, à côté d'ici, est en pleine réparation. Ça faisait 15-20 ans que ça n'avait pas été fait. Là, je passe devant, je suis heureux de voir qu'ils ont tout cassé, ils vont tout reconstruire. Maintenant, il faut que dans ces investissements-là, parce que l'État, lorsqu'il investit dans sa jeunesse, il faut que les hommes qui gèrent cela soient audités. Évidemment. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Si effectivement, on constate que à Sonfonia ou ailleurs, l'argent qui a été investi par l'État n'est pas allé là où ça doit aller, les recteurs doivent être sanctionnés. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir dans ce pays. Normalement, Ahmed, juste pour appuyer Moïse, normalement, chaque université devait avoir au moins des moyens de transport. Absolument. Des bus, par exemple, pour chaque université, et même des ambulances. Mais vous constaterez qu'à l'université de Sonfonia, qui est la plus grande en termes d'effectifs,
Mais vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien de ce côté pour supporter parfois des charges liées aux étudiants. Je prends mon exemple. Lorsque j'étais étudiant, Moussa peut en témoigner, on était logé dans une cité qu'on appelle cité des étudiants à Foula-Madina, où on était logé à 4 dans une chambrette, où on dormait sur un seul matelas. Je me souviens qu'à l'époque, quand tu quittes l'école, pour venir à la maison, mais c'est vous qui faisiez la cuisine. On s'achetait parfois des kilos de riz. Et moi, je me suis vu... Attendez que je finisse. Je me suis vu hier... Je me suis... c'est pas interdit de que tu fasses la cuisine. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Vu la précarité dans laquelle... On a fait notre propre cuisine à l'université. Tu devrais être avec nous le faire. Vu notre précarité, vu la précarité à l'époque des pécules, qui ne faisait que 85 000 francs guinéens, tu étais obligé de les économiser. Lorsque tu les prenais, parfois j'avais des dettes à payer aux femmes qui revendaient le pain et autres haricots juste dehors. Ce que je veux dire, c'est quoi? Antoine. C'est que parfois, l'État nous rend misérables. Non mais Antoine. Attendez que je finisse. À cause de ce fait-là, on est contraint parfois d'être logé à 5 voire 4 comme dans une boîte de sardines, dans des petites chambrettes parce qu'on ne veut pas payer. On ne peut pas payer pas de bonnes conditions d'études. On ne peut pas payer tout seul les frais liés au logement. Nous, on ne peut pas entendre ça. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État doit faire en sorte. L'État doit faire en sorte que ceux qui viennent de l'intérieur du pays, parce que c'est vrai que je ne veux pas faire de la discrimination, mais il est important de faire en sorte que ceux qui viennent de l'intérieur, mais qu'on revoie les conditions de vie de ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Soit on revoit à la hausse leur pécule, parce que c'est des gens qui viennent parfois, ils n'ont pas... Attendez, on ne va pas augmenter pour les uns et laisser les autres. Ceux qui viennent à Conakry, ceux qui vont à l'intérieur, vous savez pourquoi je le dis? Soit on revoit à la hausse les bourses liées à l'entretien de tous les étudiants, mais pour ceux qui viennent de l'intérieur, on fait une sorte de majoration. Pourquoi? Mais si tu conseilles aux étudiants de travailler... Attendez que je finisse. Imagine un étudiant qui quitte Conakry pour aller à l'intérieur sans ses parents. C'est du 2 poids 2 mesures. Pourquoi je le dis? Ceux-ci, parfois, n'ont pas de parents à Conakry. C'est du 2 poids 2 mesures. Attendez que je finisse. Pour le cas des femmes, par exemple, moi, j'ai vu des femmes avec qui j'étais à l'école, avec qui j'étais de la même génération, mais j'ai vu quelques-unes parmi elles qui, n'ayant pas le choix, ont été contraintes souvent de se faire... le plus vieux métier du monde. Justement, oui. Je voyais parfois Merci Antoine, t'as pas besoin de faire des... Je voyais souvent des défilés de tontons qui venaient nous rendre visite très souvent et on nous demandait d'ouvrir les portails. Tu parles de Sugar Daddy. Et vous ouvriez pour eux? Pas du tout. Mais on était contraint de faire l'orgueilleux parce qu'on ne pouvait pas accepter que ces jeunes filles là nous laissent nous étudiants là pour aller chercher ailleurs parce qu'on est aussi des garçons. Antoine, c'est extraordinaire. Quand même. Écrire un livre, je pense que ce serait... Non, je vais y penser parce que j'ai beaucoup vécu. Il y a de l'X de Leclerc qui disait qu'il y a des pays où l'État paye l'étudiant et lui dit merci. Parce que je trouve les grandes gueules. Lorsque l'on a beaucoup et tu balances la tête à Med mais souffre de mes côtés. Lorsque il va falloir qu'on déplace là. Lorsque nous sommes dans un pays où on parle de prospérité partagée, partagez un peu la prospérité. En vrai. Je trouve que lorsque vous cheminez de l'école primaire, vous faites le bac, vous faites le brevet, vous faites le bac, jusqu'à l'université, l'État devrait quand même supprimer complètement cette histoire d'inscription pour les étudiants guinéens. Parce que ça n'a aucune incidence positive, en tout cas, sur l'apprentissage de l'étudiant, sur sa formation. Aucune. C'est d'ailleurs source de magouille. Antoine le relevait tantôt. C'est source de magouille parce que vous ne pouvez pas tracer, chiffre par chiffre, le montant qui rentre dans les universités en termes de paiement de scolarité et les montants qui sont versés au trésor public, si tant est que ça tombe là-bas. C'est un peu ça mon inquiétude. Donc, il faut supprimer cela. En mettant quoi en place? En mettant non seulement en rendant cela gratuit, et puis en supprimant également les pécules. Parce que les pécules aussi, il faut avoir le courage de le reconnaître. C'est une mare de magouille. Il se passe des choses mais assez extraordinaires. Les recteurs, c'est là où ils gagnent. Ils se fabriquent leurs étudiants. Ils se fabriquent des Zauro Zoumanigui qui sont décédés il y a des années, qui continuent de payer aux frais de l'État, ils empochent. Et c'est comme ça c'est fait. Exactement. Donc je trouve qu'il faut, en supprimant les pécules, l'État peut combler un peu le déficit qu'il va connaître dans la gratuité de la scolarité. Je pense que c'est un calcul. Attention, attendez. Je dis.
En faisant quoi comme condition d'accompagnement? Comme mesure d'accompagnement. Lorsque vous quittez l'intérieur du pays, quel que soit où vous quittez, vous êtes obligé de payer la scolarité. Il faut mettre fin à la scolarité. Il a fait l'université privée, c'est pourquoi il parle comme ça. Mais j'ai payé. Mais j'ai payé. Nous autres qui avons fait le Parce que j'avais les moyens de payer, Moïse. Je veux dire, le mal, on s'écoute, s'il vous plaît. les pécules que les étudiants reçoivent n'ont jamais changé la condition de vie d'un étudiant. C'est pas possible. Ça a plutôt enrichi. Lorsque vous faites le comparatif, les recteurs et les responsables des universités. Ça, c'est pas la faute aux étudiants, Moïse. Mais je trouve que c'est pas la faute aux étudiants, c'est la faute. Je trouve. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. Je trouve tout de même. Oui, mais la mauvaise gestion, elle est ancrée, elle est enracinée. Non, on ne peut pas aujourd'hui. Il faut lutter contre. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va la lever. C'est à cause de cette mauvaise gestion que moi je crains, parce qu'on va. Il ne faut pas que les étudiants soient des victimes collatérales de la mauvaise gestion. La gratuité de la scolarité pour les étudiants peut être compensée par la suppression des pécules. Parce que 10%, ne peut pas dire. Je ne trouve pas que ça. C'est pas criminel. Écoutez, c'est la même chose. J'ai le même avis. J'ai le même avis par rapport et comment on appelle la subvention qu'on accorde à la presse. Il faut quand même éviter certaines choses. 10%. Vous ne pouvez pas dire que 10% ou 20% des étudiants reçoivent réellement ou bénéficient réellement des incidences liées au paiement des pécules. Pas du tout. Ce sont plutôt les gros bonnets qui en bénéficient. La magouille, à ce niveau-là, elle se passe de commentaires. Et ensuite, rapidement pour finir une phrase. C'était normal que l'étudiant, que le gouvernement recule face aux différentes revendications des étudiants. Les étudiants n'auraient pas dû revendiquer pour que le gouvernement se bouge. Le gouvernement aurait dû prendre cette mesure avant qu'il y ait le premier cri dans une université. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans un état quand même d'urgence sanitaire. Vous avez rendu gratuit beaucoup de services publics. Vous avez reporté les créances. Mais comment vous pouvez demander aux étudiants, dans un contexte aussi sensible, un contexte aussi grave, parce que vous savez que l'économie en a pris un coup, les gens ont vu leurs activités. C'est l'État tout cela. Je pense qu'au regard de la crise sanitaire, l'État aurait dû anticiper en rendant gratuit pour cette année cette histoire de scolarité. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cet autre sujet. Nous revenons, les grandes gueules reviennent dans 10 minutes sur Radio Espace et sur Espace TV. Espace TV, The Cover. Dans le cadre du lancement de la première édition de son nouveau télécrochet, The Cover Espace, une création originale Espace TV. L'émission propose à des talents anonymes venus de toute la Guinée de reprendre des tubes planétaires à leur façon. En guise de récompense, le gagnant reçoit 15 millions de francs guinéens. Vous êtes artiste et vous avez le sens des reprises et des chansons en vous. Vous pouvez déposer vos CD à Espace TV à Matoto ou simplement en postulant sur les pages Facebook ou Twitter de l'émission. The Cover Espace. Pour toute information complémentaire, appelez au stand 00224 657 20 20 92. The Cover, un télécrochet Espace TV. Présentation Mariata Konduno. Réalisation Idrissa Kaba.